Nous allons parler de la Chine. La Chine, un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, une race où la capacité patiente, laborieuse, industrieuse des individus a depuis des millénaires compensé le défaut de cohésion et de méthode, le défaut collectif de cohésion et de méthode, et a bâti une très particulière et très profonde civilisation, un très vaste pays, géographiquement compact et pourtant sans unité, étendu depuis l'Asie mineure et les marges de l'Europe jusqu'à la rive immense du Pacifique, et depuis les glaces sibériennes jusqu'aux régions tropicales de l'Inde et du Tonkin. Un État plus ancien que l'histoire, toujours résolu à l'indépendance, qui s'est constamment efforcé à la centralisation, d'instinct replié sur lui-même et dédaigneux des étrangers, mais conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité. Telle est la Chine de toujours. L'entrée en contact de ce pays-là avec les nations modernes lui a été très dure et très coûteuse. Les multiples sommations, interventions, expéditions, invasions européennes, américaines, japonaises lui ont été autant d'humiliations et de démembrement. Alors, tant de secousses nationales et aussi la volonté des élites de transformer coûte que coûte leur pays pour qu'il atteigne à la condition et à la puissance des peuples qui l'avaient opprimé, ont conduit la Chine à la révolution. Sans doute le maréchal Chiang Kai-shek à la valeur, au patriotisme, à la hauteur d'âme de qui j'ai le devoir de rendre hommage, certain que l'histoire et le peuple chinois en feront un jour autant. Le maréchal Chiang Kai-shek, après avoir conduit la Chine à la victoire alliée qui, dans le Pacifique, scella la Deuxième Guerre mondiale, avait essayé de canaliser le torrent. Mais les choses en étaient à ce point qu'elles excluaient tout, sauf l'extrême. Et dès que les Américains eurent retiré au maréchal le concours direct de leurs forces qu'ils lui donnaient sur le continent, il dut se replier sur Formose et le régime communiste, longuement préparé par Mao Tse-tung, établit sa dictature il y a 15 ans de cela. Depuis lors, un énorme effort qui s'imposait de toute façon au sujet de la mise en valeur des richesses naturelles, du développement industriel, de la production agricole, de l'instruction de la nation, de la lutte contre les fléaux inhérents à ce pays, la faim, les épidémies, l'érosion des sols, le débordement des fleuves, etc. Cet immense effort a été entrepris sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi l'attitude et l'action d'un pays de 700 millions d'habitants ne sont réglées que par son propre gouvernement. Du fait que, depuis 15 ans, la Chine, presque tout entière, se trouve rassemblée sous un gouvernement qui lui applique sa loi, et qu'elle se manifeste au dehors comme une puissance indépendante et souveraine, la France était disposée, en principe, et depuis des années, à nouer des relations régulières avec Pékin. D'ailleurs, certains échanges économiques et culturels étaient déjà pratiqués, et nous avons été amenés avec l'Amérique, l'Angleterre, l'Union soviétique, l'Inde et d'autres États en 1954 à la conférence de Genève. Quand on a réglé le sort de l'Indochine, nous avons été amenés à négocier avec les représentants chinois. Et il en fut de même en 1962, sous la même forme et dans la même ville, quand la situation du Laos a été quelque peu définie. Mais le poids de l'évidence et de la raison pesant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique.
Nous avons rencontré à Pékin une intention identique et on sait qu'à ce sujet, le président Edgar Faure, chargé et prié d'effectuer sur place des sondages officieux. En vérité, il est clair que la France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Et puis, pourquoi ne pas évoquer, qui sait, ce qu'il pourra y avoir de fécond dans les rapports entre les deux peuples à la faveur des relations entre les deux États. Ce qui est fait déjà au point de vue économique à l'égard de la Chine, qui est fait par nous, et ce qui peut d'ailleurs être amélioré, sera sans doute longtemps limité. Et il en est de même des investissements que nous apportons déjà au développement industriel chinois. Mais le cas de la technique est sans doute très différent de la technique dont les sources en France sont de plus en plus valables et à laquelle la Chine offre un champ, pour ainsi dire, infini. Et puis, qui sait si les affinités qui existent entre les deux nations pour tout ce qui concerne les choses de l'esprit, et compte tenu aussi du fait que dans leur profondeur, elles se portent l'une à l'autre depuis toujours, sympathie et considération, ne les conduiront pas à une coopération culturelle croissante. En tout cas, ici, cela est sincèrement souhaité. Pékin et Paris sont donc convenus d'échanger des ambassadeurs. Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine, en nouant avec ce pays, avec cet État, des relations officielles, comme maintes autres nations libres l'ont fait auparavant, et comme nous l'avons fait avec d'autres pays qui subissent des régimes analogues. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Il se peut que ces contacts contribuent à l'atténuation déjà commencée entre des contrastes et des oppositions dramatiques entre les camps qui divisent l'univers. Il se peut qu'ainsi les âmes, partout où elles sont sur la terre, se retrouvent un peu moins tard au rendez-vous que la France a donné à l'univers voici 175 ans, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.